vous avez dans le domaine diplomatique toujours besoin d'avoir la carotte et le bâton, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas mener des négociations actuellement vis-à-vis de l'Iran en retirant déjà votre capacité de frappe de la région. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Gérard Vespierre. Gérard, bonjour. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes géopolitologue. Avec vous, je voudrais que l'on essaye de mieux comprendre ce qui est en train de se passer sur les deux fronts qui nous préoccupent. On va dire l'Iran, bien entendu, mais aussi ici en Israël, on est très inquiet de la situation au Liban, au sud Liban. L'armée israélienne, vous savez, continue sa progression vers le nord. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité aujourd'hui de faire une sorte de panaché entre des négociations qui pourraient aboutir avec avec le Liban, entre l'Israël et le Liban, sur un accord de non-belligérance entre les deux pays, et la poursuite des opérations militaires israéliennes pour essayer d'affaiblir de plus en plus le Hezbollah? Alors la ligne de crête, effectivement, parce que c'en est une, chaque côté, il y a de grandes pentes difficiles, d'avoir une continuation des opérations militaires de Tsahal au niveau auquel ces opérations sont actuellement, et puis des pourparlers de paix à Washington. Les pourparlers, effectivement, à Washington prendront aussi un peu de temps, donc le calendrier peut être là favorable pour, disons, les quelques semaines à venir, mais au-delà, il y aura effectivement, s'il y a une signature en vue, une grande difficulté pour l'armée israélienne de poursuivre des opérations militaires. Vous avez le sentiment que l'on peut résoudre le problème sur le plan diplomatique et peut-être, par exemple, dans le cadre d'un accord, confier une forme de responsabilité à l'armée libanaise, y compris en renforçant cette armée, en lui insufflant peut-être plusieurs milliards de dollars pour s'armer, pour payer des salaires de manière plus conséquente à des soldats qui sont souvent des soldats chiites. Est-ce qu'il y a un moyen de faire confiance dans un règlement de ce type à l'armée libanaise, ou c'est peine perdue? C'est une voie, je pense, qui est incontournable parce qu'elle fait partie aussi de la restauration du pouvoir du gouvernement libanais. Donc d'avoir une armée, disons, plus forte ou une armée digne de ce nom, on la qualifie actuellement de gendarmerie plus, donc il faut franchir un cap. Les États-Unis sont dans cette direction également d'un point de vue politique. Ils viennent de sanctionner des citoyens libanais chiites, donc favorables au Hezbollah, présent dans la structure politique, présent à la tête des services de renseignement. Donc, voyez-vous, il y a une volonté aussi politique américaine d'aller dans ce sens. Et on a donc là un chemin qui est absolument nécessaire à mettre en place parce que la présence d'une armée libanaise sur son sol 24 heures sur 24 est absolument irremplaçable par rapport à la présence de l'armée israélienne qui va et qui vient. Pourquoi on n'entend pas parler de la France dans toutes ces tractations? Pourquoi, par exemple, les négociations entre Israéliens et Libanais se déroulent à Washington et pas à Paris? Parce que je pense que quelque part, le grand coffre-fort, n'est-ce pas, n'est pas à Paris, le grand coffre-fort est à Washington. Ou à Fort Knox, si on continue la comparaison. Donc voilà, celui qui a les moyens, celui qui a l'armement également, n'est-ce pas, l'armée israélienne n'est pas équipée, ou alors on remonte à quelques calendes de matériel français, mais de matériel américain à 60, 70, 80%. Donc on a là la réalité. La réalité est un élément incontournable des rapports de force géopolitique. Alors, je voudrais qu'on aborde maintenant le dossier iranien. Et là aussi, on voit que les choses ne progressent pas. On est dans une attente
fébrile, si je puis dire comme ça, d'une réponse soit de Mortaba Khamenei, soit de Donald Trump qui rectifie, on va dire, les termes de l'accord. Je lisais dans les informations israéliennes, dans les sites d'information, que Mortaba Khamenei dit si le Trump rectifie, nous aussi, nous allons rectifier. Pas véritablement gêné, pas véritablement embarrassé. Est-ce que vous avez le sentiment vraiment que tout ça, c'est pas une perte de temps, qu'on se dirige véritablement vers un accord parce que, vous savez, ici en Israël, on dit c'est pas possible. Il y a ceux qui se promènent du côté de l'aéroport Ben Gurion, voient des dizaines d'avions avions de cargo américains qui se disent mais il y a des milliers de soldats américains dans la région. C'est pas possible que Trump maintienne autant de force s'il n'a pas derrière la tête une idée de reprendre les combats. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez dans le domaine diplomatique toujours besoin d'avoir la carotte et le bâton, n'est-ce pas? Si vous ne pouvez pas mener des négociations actuellement vis-à-vis de l'Iran en retirant déjà votre capacité de frappe de la région. Justement, les porte-avions, les centaines ou 200 avions F-35 américains répartis sur les bases dans la région et sur les ponts des porte-avions, font partie de la coercition que les États-Unis peuvent exercer vis-à-vis de Téhéran. Donc c'est un élément absolument essentiel. Deuxièmement, il faut quand même se rendre compte de la complexité de la situation, à la fois donc le dossier géographique du détroit d'Ormuz et puis l'ensemble des thématiques nucléaires, missiles, proxy, qui sont aussi sur la table. Donc on ne peut aboutir qu'à un accord, à mon humble avis, cadre, de façon à pouvoir poursuivre ultérieurement des négociations plus techniques. Il a fallu 2 ans de négociations entre le moment où Rouhani a dit en juin 2013 nous sommes prêts à négocier sur le nucléaire et la signature de l'accord de Vienne en 14 juillet 2015. Donc voyez-vous, il faut du temps. Il y aura nécessité encore de quelques jours, cela c'est possible. Quelques semaines, cela me semble beaucoup plus difficile. Quelques mois, cela me semble impossible parce que les pressions économiques intérieures en Iran et les pression sur Trump de la région, de ses alliés de la région, du monde entier vis-à-vis de la situation économique et de la situation économique et politique aux États-Unis même, font que nous devons nous diriger vers un accord cadre dans les prochains jours et toutes petites semaines au maximum. Alors justement, vous avez parlé des alliés des États-Unis dans la région. Il y a des informations sur la profonde déception des pays du Golfe face à l'attitude de Donald Trump et la possibilité d'une alliance alternative dans la région. On parle par exemple d'une alliance entre l'Arabie Saoudite, je ne sais pas si vous avez eu ce type d'informations, mais l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Pakistan, la Turquie, qui formerait une sorte d'alliance alternative face à cette déception envers les États-Unis. On n'est plus du tout dans une disposition en faveur des accords d'Abraham sur lesquels Donald Trump fait pression. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, il y a vraiment effectivement un axe qui progresse, une thématique qui progresse pour 2 raisons. Premièrement, les décisions prises à Washington ont mis les alliés du Golfe donc dans une position économique et militaire difficile. C'est une décision américaine qui a été prise apparemment avec des négociations préalables avec justement ces pays, Arabie Saoudite, Koweït et Émirats, entre autres. Et deuxièmement, il y a un coût à cette guerre pour ses alliés. Donc les États-Unis sont dans une position difficile dans les négociations. Donc automatiquement, vous avez ce cumul de paramètres qui font que les États donc voisins s'interrogent pour le moins. Il n'y aura pas de substitution. L'allié américain est incontournable dans sa puissance économique, technologique et militaire actuellement. 80% du matériel militaire saoudien est américain, mais il y aura effectivement des pénétrations. Il y a quelques milliers de soldats
pakistanais qui sont maintenant sur le sol saoudien. Donc cela a un sens. Et puis, il faut s'attendre à la montée de la technologie militaire turque qui se développe à excellente allure et avec qualité, donc qui pourrait obtenir quelques marchés dans 5 ans, dans 10 ans dans la région. Il y a effectivement une complémentarité d'alliances qui se joue dans la région des États du Golfe actuellement. C'est quand même assez stupéfiant, Gérard, ce changement de tendance c'était il y a un an à peine, hein, la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite, avec à la clé des contrats pour des milliards de dollars. Et là, on voit finalement une sorte de plusieurs pas en arrière de la part de l'Arabie Saoudite par rapport à sa relation avec les États-Unis. Parce que la réalité montre effectivement que les États-Unis n'ont pas pu, et c'était hélas prévisible, venir à bout du régime iranien parce qu'il y a une présence au sol que les États-Unis ne peuvent pas, bien sûr, assumer dans un pays de 90 millions d'habitants et d'1,7 million km². Des bombardements aériens aussi précis et nombreux qu'ils soient ne peuvent pas mettre à terre un régime dans une situation géographique aussi large. Donc, effectivement, il y a là un temps d'arrêt. Alors, n'insultons pas le temps, voyons aussi, laissons la porte ouverte pour les 5-10 ans à venir et la capacité des États-Unis à rebondir, surtout au moment où, s'il y a une révolte à nouveau, et cette fois-ci victorieuse, à l'intérieur de l'Iran, de la population iranienne même, à ce moment-là, les cartes seront à nouveau rebattues pour toute la région. Ça, vous y croyez? J'agrandirais même le spectre de New Delhi jusqu'à Paris. Vous y croyez à un réveil de la population, de l'opposition iranienne qui interviendrait, pas tout de suite, mais dans plusieurs mois, comme ça a été le cas après les frappes du mois de juin dernier? Ça n'est intervenu qu'en janvier dernier. Je pense que si vous regardez la courbe intérieure des événements en Iran depuis 2015, la poursuite des révoltes est absolument, je crois, non seulement possible, mais inéluctable. L'appauvrissement apporté aussi par ces 40 jours de guerre sur l'économie et sur les infrastructures économiques iraniennes dont on ne parle pas ou ne parle pas assez. Et troisième volet, l'existence d'une résistance iranienne qui s'arme depuis le Kurdistan iranien jusqu'au Baloutchistan. Il y aura un jour effectivement des fusils à l'intérieur de l'Iran et qui resteront peut-être pas dans les placards. Donc oui, il y aura, c'est à mon avis dans l'histoire, parce que un régime de ce type-là, qui approche les 50 ans d'existence, eh bien ne pourra pas aller bien au-delà. Eh bien, Gérard Robespierre, merci beaucoup pour toutes ces explications, de nous avoir aidé à mieux comprendre l'imbroglio dans lequel on se trouve à la fois sur le front libanais, aussi dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Gérard.